Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'infos. L'Iran et les grandes puissances occidentales ne sont pas parvenus à un accord sur le programme nucléaire de Téhéran avant la date butoir. 7 mois supplémentaires ont donc été accordés aux négociations. Colère et émeute à Ferguson ainsi que dans plusieurs grandes villes américaines après la décision du grand jury de ne pas poursuivre le policier qui a tué cet été un jeune noir non armé. L'ancien président Hosni Moubarak a été acquitté dans un procès pour complicité de meurtre de centaines de manifestants durant la révolte de 2011 qui a chassé l'ex-Raïs après 30 ans au pouvoir. Le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, a présenté sa démission à Barack Obama qui l'a acceptée 3 semaines après la défaite du Parti démocrate aux élections mi-mandat. Bonjour Ali Bernavi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine, ancien ambassadeur d'Israël en France et historien. Nous sommes aussi en compagnie cette semaine de Zvi Mazel, bonjour. Bonjour. Vous êtes également ancien ambassadeur d'Israël, vous avez notamment été en Suède, vous étiez avec nous il y a quelques semaines pour parler de la reconnaissance de la Palestine par la Suède. Et justement, cette semaine, vous êtes tous les deux ensemble pour parler de la reconnaissance de la Palestine, cette fois par la France, même si ce n'est qu'un projet de résolution qui appelle le gouvernement à reconnaître. Elie, vous avez publié il y a quelques jours dans le journal Le Figaro une tribune dans laquelle vous appelez les députés français, les sénateurs français à reconnaître la Palestine. Je vais lire un extrait, vous dites « Tous ceux qui ont à cœur d'assister de leur vivant à la fin du plus vieux conflit de la planète devraient soutenir cette initiative ». Ensuite, vous parlez du fait que certains estiment que c'est une initiative unilatérale et vous répondez « La reconnaissance de l'État palestinien serait à la fois prématurée et unilatérale. Ces pauvres arguments ont enfin, semble-t-il, rendu l'âme. Le droit naturel des peuples à l'autodétermination ne dépend pas du bon vouloir de leurs adversaires. Si les Juifs avaient attendu l'accord des Arabes pour créer leur État, ils attendraient toujours. Ce qu'on doit négocier, ce ne sont pas les frontières de l'État palestinien, mais ce sont les frontières de l'État palestinien, mais son droit à l'existence. » Elie, on critique Israël pour ses initiatives unilatérales en matière de construction dans les villes juives de Cisjordanie. Est-ce que vous ne pensez pas que demander aux Palestiniens d'avoir recours à des moyens unilatéraux, ce n'est pas finalement utiliser les mêmes mauvaises armes, entre guillemets ? Écoutez, d'abord, sur le plan des principes, je ne pense pas que la reconnaissance de l'État palestinien soit unilatérale. Ça ne veut rien dire. Encore une fois, il y a l'exemple sioniste. Nous l'avons fait, heureusement d'ailleurs. Oui, vous dites que si les Juifs avaient eu à attendre, ils attendraient encore. Bien entendu. Alors, c'est qu'on négocie ensuite, c'est les modalités de la mise en place de cet État. Ce n'est pas l'État lui-même. Mais le principal n'est pas là. Et vous ajoutez qu'il n'y a rien de plus unilatéral que la colonisation des terres où cet État est censé voir le jour. Alors, l'essentiel n'est pas la reconnaissance de l'État palestinien, qui effectivement est un geste symbolique. Ce n'est pas de ça que va naître l'État palestinien. L'essentiel, c'est de faire bouger les lignes. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous sommes coincés, il ne se passe rien. Et je dis depuis des années que dans ce coin du monde, la solution sera imposée par l'extérieur, il n'y aura pas de solution. Tout simplement parce que les partis sont faibles, pour des raisons qui sont trop longues à expliquer, mais que tout le monde connaît en fait. Vous pointez notamment du doigt les États-Unis. Et la faiblesse des États-Unis et mon angoisse, si vous voulez, c'est que si nous poursuivons sur cette lancée-là, c'est l'ensemble du projet sioniste, c'est l'existence même de l'État qui sera mise en cause. Alors, Zvi, est-ce que vous pensez qu'une reconnaissance par les États européens pourrait réenclencher un processus, justement comme le dit Elie ? Non, ça ne va pas réenclencher un processus. Je crois que reconnaître actuellement un État palestinien qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, n'est pas un geste symbolique, comme dit Bernavi. C'est un geste politique extrêmement important qui tend à isoler Israël, l'affaiblir face aux Palestiniens et au monde arabe. Alors ça, il faut comprendre cela. Maintenant, en fait, la France et d'autres pays européens, surtout la Suède, ont épousé complètement les narratives palestiniennes. Et ils soutiennent la position palestinienne. Et si Israël avait pris l'initiative, avait déjà reconnu un État palestinien ? Pourquoi voulez-vous qu'on reconnaisse un État palestinien tant que nos demandes ne sont pas acceptées? Et les Palestiniens n'ont jamais voulu un État.
Et chaque fois qu'on leur a proposé, à partir de 1937, commission Peel, plan de partage, Ulmer, Camp David, etc., ils n'ont jamais voulu ça. Ils ont manqué toutes les opportunités. Exactement. Alors, et dire que reconnaître un État palestinien par les Européens, ça va changer quelque chose? Non. Ça va donner, n'est-ce pas, beaucoup d'encouragement aux Palestiniens et aux Arabes en général, qui repoussent toute reconnaissance de la légitimité d'Israël, pardon. Ça, c'est très important. Parce qu'ils nous disent, Arafat a reconnu Israël Les accords d'Oslo en par Oslo. 93. D'accord, très bien. On a essayé de faire quelque chose. Nous sommes arrivés à Camp David pour négocier, n'est-ce pas, avec Ehud Barak et Clinton, et il a dit, non, je ne veux pas. Nous, on va... Moi, je connaissais ces mots. Il a dit, nous, on va occuper... Et ce conflit va durer encore 100 ans, a dit Arafat à Clinton, mais nous, on va occuper Jérusalem et tout et tout. Donc, Elie, c'est vrai que les Palestiniens ont loupé plusieurs opportunités historiques d'avoir un État. Écoutez, moi, je ne suis pas en train de discuter avec les Palestiniens de la légitimité de mon État. Ça m'est parfaitement égal. Ma légitimité, ni d'ailleurs la puissance de cet État ne dépend pas d'eux. La survie de cet État dépend de notre séparation, de notre divorce avec les Palestiniens. À cause de la démographie qui serait un jour plus importante, musulmane, qui serait plus importante pour des raisons que tout le monde comprend. Et donc, je cherche le moyen de permettre ce divorce. Jim Hazel, une question importante. C'est vrai qu'Israël, dans tous les premiers ministres qui se sont succédés, se sont prononcés pour un État palestinien. Donc pourquoi est-ce que, au lieu de dire, puisque de toute façon Israël est pour un État palestinien, le mettre en œuvre et ensuite négocier le reste, comme l'a dit Elie, à savoir les frontières, les modalités, puisque tout le monde est d'accord sur l'État palestinien. Il s'agit d'un conflit culturel et religieux, quoi qu'on dise. Ça vous convainquez, vous attendez de convaincre quoi qu'on dise, qui représente un peu l'état de pensée d'une civilisation arabo-islamique. Ils ne veulent pas les juifs ici, ils n'ont jamais voulu ça. Depuis, ça fait très longtemps, ils l'ont prouvé. Donc, et pourquoi insistons-nous sur la reconnaissance de la légitimité? Pour finir, Israël en tant qu'État juif. Pour finir ces conflits, pour que les Arabes admettent qu'Israël est là pour toujours et que c'est le pays, c'est l'État du peuple juif. Il faut qu'ils reconnaissent ça. Parce qu'actuellement, vous savez, moi je lis l'arabe depuis des années, je ne fais que ça d'ailleurs. Je me a dit depuis quand la signature... Toute la littérature arabe actuellement, y compris médias, bouquins, télévision, Internet, le peuple juif n'existait pas, il y a une religion, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de connexion entre juifs et État d'Israël, le temple n'a jamais existé, etc., etc. Maintenant, nous trouvons dans une situation extrêmement différente dans le Moyen-Orient est complexe, très difficile. Est-ce que c'est le moment de mettre sur place un État palestinien? Ça sera une entité qui va détruire le Moyen-Orient, probablement, je ne suis pas sûr. Une entité iridante, Palestine, actuellement, dans l'état actuel des choses. Je ne dis pas que non, mais dans l'état de l'Israël, ça sera de la folie. Est-ce que M. Fabius le sait? Je ne sais pas. Moi, je tiens ici les discours de Fabius. C'est une ignorance totale du conflit israélo-arabe. C'est quand même le ministre des Affaires étrangères de la France, 4e, 5e puissance du monde. Il devrait connaître. Et puis après, il se met comme un juge, il dit, voilà, je vous donne 2 ans. S'il n'y a pas un processus de paix qui aboutit, je reconnais l'État palestinien. Donc, nous sommes à blâmer. Toujours les Juifs et Israël sont à blâmer. Eh bien, écoutez, ça ne marche pas. Israël n'acceptera jamais. Et pas seulement ça. Et ce processus-là qui va isoler et affaiblir Israël pourrait amener à une guerre. Et Israël devra occuper complètement les territoires. Complètement. Puisque les Arabes seront sûrs de soutien européen, n'est-ce pas, et arabe qui existe. Donc il y a un problème et M. Fabius doit être beaucoup plus prudent de ce qu'il dit. Au moins reconnaître la réalité. Reconnaître la réalité, c'est très important. Sur place. Merci beaucoup, Jim Hazel. Elie, restez avec nous. On va parler tout de suite d'économie. Merci beaucoup, Jim Hazel, d'avoir été avec nous. Dans quelques jours, nous serons en 2015, l'occasion de dresser un bilan de l'année qui s'est écoulée. Et chaque émission, jusqu'au 1er janvier, nous parlerons de l'un des aspects de 2014. Et on va commencer aujourd'hui avec un invité de marque, le professeur israélo-américain Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002. Bonjour professeur, merci beaucoup d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi.
Alors, vous êtes célèbre tout d'abord parce que vous n'êtes pas économiste, vous êtes psychologue et pourtant, vous êtes lauréat du prix Nobel d'économie. Vous êtes aussi connu pour vos travaux sur la finance comportementale et sur l'économie du bonheur. Comment est-ce que vous expliquez que dans les sondages qui paraissent chaque année, des populations de pays en guerre, comme par exemple Israël, se disent plus heureuses que celles de pays occidentaux, notamment les Français, dont le moral est apparemment très bas? Il y a beaucoup d'études contradictoires dans les comparaisons internationales au sujet du bonheur. Je ne sais pas à quelle recherche vous faites référence, mais les études que je connais montrent des résultats assez intéressants au sujet d'Israël. Elles montrent que les Israéliens sont très satisfaits de leur vie en général, mais ils ne sont pas particulièrement de bonne humeur au quotidien. Vous savez, au sujet de la guerre, je pense que, surtout cet été, lorsqu'il y avait une vraie guerre en Israël, eh bien, l'humeur des gens au quotidien n'était pas bonne parce que cette guerre a vraiment influencé la vie quotidienne des Israéliens et leur qualité de vie. D'habitude, le fait qu'Israël est entouré d'ennemis n'affecte pas réellement le quotidien ou l'humeur des gens. Alors, parlons d'économie. À quel point l'économie d'un pays dépend de facteurs psychologiques? Est-ce que, par exemple, on peut relancer une économie nationale avec de simples effets d'annonce qui sont un peu positifs, disons? Je suis sûr que non. Je ne pense pas que des bonnes nouvelles sans réel fondement puissent avoir une réelle influence. Il y a beaucoup de gens sur le marché qui sont spécialistes de cela et qui savent vérifier la vérité des choses et les statistiques. Je ne pense pas que l'on puisse influencer cela par des manipulations de ce type. On peut influencer légèrement l'humeur générale, mais pour expliquer la situation économique, je me tournerai vers l'économie et non pas vers la psychologie. Alors, on parle de reprise de l'économie mondiale. À quel point cette reprise doit s'inscrire dans l'esprit des investisseurs pour qu'elle puisse se traduire ensuite dans les faits? Il y a des études qui traitent du degré de confiance que les gens placent dans l'économie, et cela s'améliore ces dernières années. Cela influence en effet l'humeur des gens, et peut-être même sur les petits commerces, mais en général, je ne pense pas que ces choses-là influencent les développements économiques. Professeur, une dernière question. Les coûts de l'investissement sur les marchés sont de plus en plus élevés, mais ça n'empêche pas les investisseurs de toujours acheter plus. Comment est-ce que vous l'expliquez? Lorsque les gens voient que d'autres achètent, ils en concluent que c'est le bon moment pour acheter. Il faut comparer cela à un scénario. Imaginez que vous soyez dans la rue et vous voyez un grand groupe de personnes qui courent dans la même direction. Eh bien, votre réaction naturelle sera de courir dans la même direction et non pas dans la direction opposée. Eh bien, ce qui se passe sur le marché, ce n'est pas loin de cela. D'accord, merci beaucoup, professeur Kahneman, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Elie, je vous le disais tout à l'heure en off, en faisant cette interview, je me suis senti un peu stupide devant la connaissance d'abord de cet homme et devant parfois ses réponses qui lui semblaient très évidentes, mais qui pour nous sont des vraies questions. En tout cas, si l'homme sait beaucoup de choses, ça ne paraissait pas dans cette interview. Et il sait non, il a gardé ses secrets. Il a gardé ses secrets, c'était à la fois très banal, vous savez, on n'a pas appris grand-chose. Nous sommes restés aussi stupides, vous et moi, qu'avant. Et en plus, c'est un prix Nobel d'économie. Et en plus, il s'est contredit, puisqu'il nous dit que l'économie n'a pas beaucoup d'influence sur la psychologie n'a pas beaucoup d'influence sur le comportement économique. À la fin, il nous dit, nous sommes tous un peu comme des moutons. Lorsque nous voyons une masse de gens se courir, nous courons aussi. C'est comme ça que les investissements se passent. Évidemment, la psychologie a une énorme influence sur le comportement économique, à tel point qu'on peut se demander si l'essentiel du comportement économique ne sont pas d'ordre psychologique. Et ce que j'espérais, c'est que cet homme qui a travaillé là-dessus puisse nous donner quelques instruments de mesure. Et là-dessus, vous avez raté votre coup complètement. Je n'ai pas réussi à sortir les secrets. Merci beaucoup, Elie Ben-David, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci d'avoir analysé l'actualité avec nous. Et on va terminer avec un peu d'art. L'un des endroits les plus visités au monde est la chapelle Sixtine au Vatican. Peut-être que vous-même, vous avez eu la chance de contempler le travail de Michel-Ange, mais vous n'êtes peut-être pas au courant qu'il existe un système pour présenter sous son meilleur jour ce magnifique endroit. Avec nous, depuis le Vatican, pour en parler, Sivan Kotler, bonjour. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un système de lumière très unique et innovant, avec plus de 7000 diodes.
Elles ont été minutieusement choisies pour créer une lumière parfaite qui permet de voir la chapelle Sixtine, de voir pour la première fois de nouvelles couleurs, de nouveaux détails de la chapelle qui étaient impossibles à voir avant. C'est une grande nouveauté, surtout si l'on pense au fait que pendant les 20 ou 30 dernières années, c'était pratiquement impossible de voir la chapelle Sixtine parce que l'éclairage n'était pas bon, les fenêtres étaient fermées. D'accord, mais alors donnez-nous concrètement un exemple de ce que cette technologie apporte à l'endroit. Alors maintenant, grâce à ce changement, on peut voir un effet 3D sur le tableau Le Jugement dernier de Michelangelo. On parle vraiment d'une révolution technologique dans ce monument le plus important du Vatican. Dans les premiers mois de l'année 2015, des lunettes spéciales qui ressemblent un peu au Google Glass seront distribuées aux visiteurs avant d'entrer dans la chapelle Sixtine pour qu'ils puissent l'explorer virtuellement avant même d'y entrer. Merci beaucoup, Sylvane, depuis le Vatican. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.